revoilà, Mathieu, pour la deuxième partie de notre échange. Donc, j'invite les auditeurs à regarder la première s'ils ne l'ont pas fait, où il était question de camouflage en général. Et maintenant, on va regarder quelque chose de spécifique qui est ton modèle que tu as que tu as élaboré avec d'autres gens, avec un groupe de chercheurs, en fait. Je t'ai pas demandé. Oui, dans le fond, le modèle a été créé initialement par moi et après ça, j'ai discuté avec deux de mes collègues qui sont la professeure Isabelle Courcy, qui est sociologue dans le domaine de l'autisme, et professeur Aparna Nadig, qui est dans la cognition et la communication relié évidemment à l'autisme. Et ça explique notamment nos prémices dans l'intersectionnalité qu'on a vue avec les groupes minoritaires, mais aussi toute l'élaboration sur Goffman et sa théorie. D'accord. Donc là, tu vas nous donner les prémices cette fois-ci de ton modèle et après, on verra ton modèle proprement dit. Oui, c'est ça. Pour rappeler brièvement aux auditeurs, la dernière fois, on a parlé de Goffman et que tout le monde faisait du camouflage social dans une perspective qu'on était tous des acteurs dans une pièce de théâtre et que le camouflage social chez les personnes autistes avait des impacts qui étaient positifs et négatifs et qui avaient des motivations reliées à favoriser l'acceptation de la personne autiste et à diminuer la stigmatisation. Dans ce sens-là, pour notre modèle, on a modifié, si on veut, la terminologie pour les impacts positifs et négatifs pour avoir une description un peu plus en lien avec les notions sociologiques de l'interactionnisme, ainsi les impacts positifs du camouflage social dans notre modèle deviennent des gains potentiels sociaux, alors que les impacts négatifs sont un coût personnel pour la personne dans notre modèle. Elle, ça reste les mêmes éléments et ça reste, mais on fait le changement de terminologie pour avoir une perspective un peu plus interactionniste dans laquelle se fait notre réflexion et un angle un peu plus sociologique plutôt que simplement médical et de troubles. Il faut aussi comprendre que notre modèle s'intéresse au processus de décision cognitive, même si dans le camouflage social, il y a des actes qui sont faits, qui sont un peu plus automatisés, ou du moins qui ne sont pas réfléchis avant de faire l'action. Et là, ça ne veut pas dire nécessairement que la réflexion doit être importante, simplement décider par exemple, de faire la bise ou donner la poignée de main pour une salutation, il y a un processus de réflexion qui est fait. C'est vraiment l'idée de dire que dans certaines situations, on réfléchit même pas, on décide même pas, c'est un automatisme qui est fait. Et ça rejoint un peu les idées de dépersonnalisation qu'on parlait avant. Comme le modèle est une notion théorique qui n'a pas encore été démontrée, prouvée, qu'il y a plein d'éléments qui restent à mieux décrire ou du moins à quantifier au sens de l'impact, de l'influence que ça a dans le modèle. On ne voulait pas complexifier ça en rentrant les processus automatisés. C'est pour ça qu'on s'est limité au processus de décision cognitive qui existe, mais en reconnaissant qu'il y a des automatismes qui se font quand même chez les personnes autistes, notamment dans des situations en lien avec les traumas, par exemple. Il Est-ce faut que je aussi peux comprendre. Ouais. poser une question? Oui, Donc, ce serait par rapport à la dépersonnalisation, parce que quand tu parles d'automatisme, moi, tout de suite me vient à l'idée ce qu'on dit être... quand on apprend quelque chose, on est d'abord inconscient d'être incompétent, et puis on découvre qu'on a quelque chose à apprendre, on devient consciemment incompétent, on l'apprend, on devient consciemment compétent. Par exemple, apprendre à conduire une voiture, et on finit par devenir inconsciemment compétent parce qu'on l'a conduit sans même réfléchir, les vitesses, le volant, voilà, enfin voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on parle de dépersonnalisation dans ce cas-là? Parce que si tu conduis ta voiture de façon automatique sans réfléchir quand changer les vitesses tellement c'est automatique, c'est pas de la dépersonnalisation. oui. Dans le fond, les automatismes que tu décris seraient plus ce qu'on appelle une praxie, c'est-à-dire un enchaînement de gestes où
de comportement à faire dans certaines situations sans qu'on ait besoin de le réfléchir. L'exemple très simple, c'est qu'il n'y a personne qui se demande comment se brosser les dents. On se brosse les dents en faisant autre chose. C'est un automatisme qu'on a. C'est une séquence de mouvements qu'on fait. Même chose pour conduire. Quand on sait conduire, à un moment donné, on se demande plus comment peser sa pédale à gaz, puis comment changer les vitesses, puis ça devient des automatismes au sens qu'on a créé le processus d'action sans avoir à faire un acte réfléchi. La distinction par rapport à la notion de dépersonnalisation, c'est qu'ici, c'est pas un ensemble d'actions ou de gestes avec un but précis qui est évoqué, qui était assimilé à force de le faire et de le répéter. C'est une réaction à une Ah, situation. On en devient à agir comme ça tout le temps sans avoir à le réfléchir. Et c'est là qu'on peut faire plus un lien avec la dépersonnalisation. Oh, ouais. Comme je disais, ça peut être lié, par exemple, aussi à d'autres notions traumatiques, par exemple. Et là, c'est plus dans l'instinct de survie, dans l'adaptation, plus, je veux dire, c'est ça, de réponse à une agression ou quoi que ce soit, que là, on a plein d'automatismes programmés, ça existerait aussi dans le camouflage social. Euh, Notamment si on revient avec le modèle de Person et Rose qui parle du camouflage social comme une réaction à la stigmatisation et au traumatisme, on est vraiment dans ça. Un processus qui est beaucoup plus automatisé, moins réfléchi et qui est en réaction à des situations précises, qui est comme un moyen d'adaptation intégré qu'on fait de façon involontaire. d'accord. Mais notre modèle est vraiment un modèle, nous, qui s'intéresse au processus de décision cognitif que l'on fait quand on décide de faire du camouflage social. Ok. Et donc, pour notre modèle, comme je disais, c'est ça, les notions d'impact deviennent des coûts personnels et les impacts positifs deviennent des gains potentiels. Et là, dans notre modèle, il y a une étape préalable, soit qu'on s'apprête à vivre une situation sociale, qui est comme la prémisse pour faire du camouflage social. Et une fois qu'on arrive, qu'on est conscient qu'on va vivre une situation sociale, on va faire une analyse des enjeux. Et là, on va évaluer le coût personnel que le camouflage social va nous demander et ce coût personnel-là, on les a décrits, c'est des impacts qui vont être reliés négativement au camouflage social, hein, versus le gain potentiel qu'on pense acquérir, c'est-à-dire est-ce que ça va diminuer notre stigmatisation et favoriser notre acceptation. Et si on se rend compte que notre gain potentiel social est supérieur à notre coût personnel, on va décider de faire du camouflage, alors que si le coût personnel est supérieur au gain, on ne fera pas de camouflage social dans la situation. Et quand on va décider de faire du camouflage parce que le gain est plus important que le coût personnel, le choix après ça qu'on va faire de la technique ou des techniques de camouflage qu'on va utiliser vont dépendre de plusieurs critères. Les critères vont dépendre de du type d'élément qu'on doit cacher, dans le fond, de la caractéristique en elle-même. Il y a des choses qu'on peut dissimuler, masquer, compenser. Par exemple, le contact visuel, on peut le simuler, mais c'est beaucoup plus difficile de cacher sa couleur de peau. Oui, c'est sûr. Alors, même si on est conscient que notre couleur de peau peut amener de la stigmatisation et diminuer l'acceptation, que ce serait intéressant de le camoufler, on peut pas le faire ou on peut très difficilement le faire. Donc, on va peut-être simplement décider de pas le faire parce que le gain sera pas assez important, parce qu'on peut pas avoir une technique de camouflage. Après ça, il y a plein d'autres facteurs aussi personnels qui peuvent influencer cette capacité-là dans le camouflage ou la réussite du camouflage. Et là, on peut penser par exemple à l'intolérance à l'incertitude.
la résilience de la personne, ses autres diagnostics qu'elle peut avoir, le fait d'appartenir à un groupe socio-économique ou pas, les capacités cognitives, la résilience en elle-même qu'une personne a, la capacité de gérer l'anxiété. Et là, il y en a plusieurs autres. Et notre modèle propose ces facteurs-là qui influencent la capacité du camouflage, mais on ne sait pas à quel point chaque élément a un rôle réel. On est vraiment dans l'hypothèse, mais comme ça a une influence sur les interactions sociales, c'est sûr que ça va avoir une influence dans le camouflage social, mais à quel point ça reste à démontrer et à analyser. Et, fait qu'on donne des sujets de recherche pour plusieurs personnes qui voudraient s'intéresser. Après ça, il y a aussi le contexte qui va influencer, Mhm. dans le sens que euh, selon qu'on est dans une situation précise, on n'aura pas les mêmes comportements. On en parlait un peu dans le premier vidéo. Un party de Noël avec ses collègues de bureau puis son patron, c'est pas la même chose que la famille, même si le contexte party de Noël est le même. À l'inverse, il y a des contextes culturels ou de société qui changent les attentes. Euh, la salutation avec la poignée de main ou la bise était très mal vue pendant la COVID. Pourtant, ça restait une norme culturelle et maintenant, c'en est une. Alors, les contextes influencent aussi ce qu'on doit faire par rapport au camouflage social et donc, si on réussit plus ou moins bien. Et après ça, il y a le nombre de fois qu'on doit faire le camouflage et le nombre de techniques qu'on doit faire. Parce qu'évidemment, si on le fait plus souvent, puis qu'on en fait plus, ben ça se peut qu'on réussisse moins bien chaque technique ou qu'on ne réussisse pas parfaitement chaque fois. Tout ça fait que ça influence notre analyse sur le gain potentiel parce qu'on évalue comment qu'on va influencer l'acceptation et la stigmatisation par rapport à ces enjeux-là, par rapport à nos capacités de bien réaliser le camouflage social. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que l'efficacité du camouflage social ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui décidons si le camouflage social est efficace ou pas, c'est l'autre. En évaluant par rapport à la situation, par rapport au rôle qu'il nous a attribué dans notre interaction sociale, si on a réussi ou pas adéquatement. Donc, on peut très bien choisir différents éléments dans le camouflage social, très bien de l'exécuter et quand même échouer à Ça faire du dépend de la camouflage personne. social. Ah, ça dépend, ça peut être différent pour chaque personne avec qui on interagit d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que dans le fond, le camouflage social, sa réussite ne dépend pas des qualités de la personne, mais ça dépend de l'observateur avec qui on va interagir. Et c'est lui, au final, qui va déterminer si nos choix de technique ont été adéquats et si réellement on a le gain social évalué. Donc, on va prendre une décision sur un coût connu, c'est-à-dire les impacts négatifs du camouflage. Je décide de faire du camouflage, je sais que ça va avoir tel impact sur ma santé mentale, sur mon énergie et sur ma personnalité, mais je ne sais pas si je vais réellement avoir mon gain social. C'est une hypothèse. Et la seule façon de savoir si mon gain social va être réel, c'est de vivre la situation. Et là, quand on va vivre la situation, on va mettre toute notre analyse préalable en fonction et on va la tester. Et on va tester dans la réalité toute cette hypothèse-là, à savoir est-ce qu'on a fait les bons choix pour les techniques, est-ce qu'on a fait les bons choix par rapport à la décision de faire ou pas du camouflage social, est-ce qu'on a fait une bonne évaluation par rapport aux enjeux de stigmatisation et d'acceptation de l'autre groupe, et c'est en vivant la situation qu'on va pouvoir confronter notre hypothèse et se rendre compte si réellement notre analyse était bonne ou pas.
Mhm. Et une fois qu'on va avoir vécu cette situation-là, qu'on va s'être rendu compte que notre analyse était bonne ou pas, on va faire une rétrospection sur ça, à savoir euh, les techniques que j'ai choisies étaient-elles les bonnes? Les critères que j'ai utilisés pour évaluer l'acceptation de la stigmatisation, est-ce que c'était les bonnes? Est-ce que mon coût personnel était évalué adéquatement? Est-ce que le gain personnel que j'évaluais, je l'ai réellement eu? Et fait qu'on va faire vraiment une analyse de ça qui va nous permettre d'approfondir nos connaissances de différents scénarios sociaux, de différentes situations sociales dans lesquelles on doit être des acteurs et qui vont nous permettre de développer une meilleure analyse pour les situations subséquentes du futur par rapport à d'autres situations sociales. Fait que notre processus, c'est un processus, si on veut, cyclique en boucle qui a un début, mais qui est alimenté par les événements passés, puisque ceux-ci nous permettent de mieux définir notre évaluation par rapport aux coûts personnels et aux gains potentiels sociaux. Donc, si on regarde juste le graphique pour mettre ça un peu plus visuel, désolé, il est en anglais parce qu'il vient de l'article scientifique qu'on a écrit, mais on se rend bien compte qu'il y a les trois étapes, dans le fond, que je vous ai décrit. En gauche, on a le petit carré hors cadre qui est la situation qu'on va vivre. En haut, à gauche, on a la première étape qui est toute l'évaluation du coût personnel et du gain potentiel social. À droite, en haut, c'est le fait de vivre la situation selon notre évaluation. Et en bas, on retrouve l'analyse des impacts de la décision et pas et de comment on l'a vécu qui nous ramène à nos situations sociales futures. Ouais. Et donc, ce processus-là, en théorie, serait fait par n'importe qui fait du camouflage et tout le monde en fait. Et là, on s'est questionné à savoir, mais qu'est-ce qui distingue les neurotypiques les autres groupes minoritaires et les personnes autistes? Et on se rend compte, dans le fond, que ça serait pas les impacts qui sont positifs ou négatifs qui seraient la distinction, parce que comme on l'a dit, les autres groupes minoritaires les vivent aussi, même si on n'a pas une démonstration scientifique de ça, il n'y a rien qui prouve qu'ils ne les vivraient pas, mais ce serait dans le processus en tant que tel relié aux critères de l'autisme. Dans le sens que l'autisme en soi, est un diagnostic médical qui définit qu'on a une interprétation ou du moins qu'on a des règles et une compréhension sociale et relationnelle différentes. Et donc, quand on fait toute l'évaluation de la situation, le fait d'utiliser des critères différents ou d'avoir une compréhension différente de la situation va venir influencer cette évaluation-là, contrairement aux autres groupes. Ça se peut que l'évaluation soit je vais dire, positive dans le sens qu'on va juger qu'on doit en faire plus que pas assez. Et dans le fond, on n'était pas obligé d'en faire autant. Et là, on a quand même le gain. Mais ça se peut que ce soit aussi à l'inverse. On va juger qu'on est accepté et non stigmatisé, alors que dans la réalité, on l'est. Au même titre, ça va influencer les techniques qu'on va choisir de camouflage, étant donné qu'on va devoir analyser quel rôle on va nous attribuer. Et cette analyse-là se fait selon des conventions sociales et relationnelles. Je ne suis pas sûre d'avoir compris, donc j'essaye de reformuler, tu me diras si c'est ça, Oui. différemment. Est-ce que tu es en train de dire qu'une personne autiste a plus de mal à comprendre les attentes qu'on a sur elle parce que son fonctionnement neurologique fait qu'elle a plus de mal, ou bien parce qu'elle se retrouve face à quelqu'un qui est neurotypique et donc pas comme elle, ou bien c'est autre chose que tu dis? Les deux. je, je dis les deux. Dans le fond, je dis que la personne autiste, étant donné le fonctionnement neurologique différent, va avoir une interprétation différente des enjeux d'acceptation et de stigmatisation dans laquelle il va vivre la situation, par rapport à la situation sociale qu'il s'apprête à vivre. Et ça va influencer son analyse par rapport
au coût personnel et au gain potentiel social. Ok. Si on mettait une personne neurotypique dans la même situation, elle n'aurait pas la même analyse du gain potentiel et du coût personnel parce qu'on ne fait pas la même analyse au niveau social et relationnel d'une situation. Et ça, c'est propre à l'autisme. Tu peux Évidemment, expliquer en quoi c'est différent? Tu vas le faire ou bien concrètement? non, parce que là, c'est de la neurologie et si on savait exactement c'était quoi la différence dans la compréhension sociale et relationnelle entre une personne autiste et une personne neurotypique, je pense qu'on aurait un diagnostic beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé que qu'est-ce qu'on a là. On sait que ça existe, mais on n'a pas encore répondu à cette question-là et ça reste une question fondamentale dans la définition même de l'autisme. C'est quoi qui est si différent? C'est quoi les éléments qu'une personne autiste va sélectionner par rapport à une personne non autiste? Pourquoi il y a une compréhension différente des normes sociales? Pourquoi la communication se fait pas avec les mêmes moyens, les mêmes procédés? C'est la définition même de l'autisme. Et si on sait ça, on va pouvoir définir ce qui est l'autisme beaucoup plus précisément et avoir des critères beaucoup plus précis. Ça Et veut dire non, que Ça veut dire que jusque-là, on est dans des hypothèses, par exemple, quand on dit que le cerveau autiste est plus perceptif ou bien est plus manuel que automatique, qui ben, va des détails jusqu'au global. Toutes ces notions-là sont des hypothèses. non. Dans le sens que l'analogie entre le manuel et l'automatique est une analogie propre à certaines personnalités publiques autistes expliquent l'autisme comme ça, mais ça n'a aucun fondement. Ce n'est qu'une image, une analogie, au même titre qu'on entend des fois Mac versus Windows, pour expliquer que les cerveaux fonctionnent différemment. Par contre, c'est vrai qu'on a des démonstrations que les personnes autistes perçoivent les détails plus rapidement et se concentrent sur des détails de façon plus accentuée que les personnes neurotypiques, mais ça ne veut pas dire que la personne autiste n'est pas capable de faire une généralisation quand il y a un besoin. Ça revient un peu au concept de l'arbre et de la forêt. On pourrait dire que les personnes autistes vont voir l'arbre avant la forêt, mais ça ne les empêche pas de voir la forêt au complet quand ils doivent se promener dans la forêt. Ils voient pas juste des milliers d'arbres individuels, puis ils comprennent pas qu'ils sont dans une forêt, là. Mais oui, ils vont repérer les détails beaucoup plus rapidement et ils vont focuser sur des détails beaucoup plus rapidement que les personnes neurotypiques, alors que les personnes neurotypiques vont faire une description beaucoup plus globale d'un environnement visuel et après ça, ils vont nommer des éléments plus, je veux dire, spécifiques. D'accord. Ça, c'est démontré, au même titre que c'est vrai que c'est démontré que les personnes autistes ont des capacités perceptives au sens sensoriel supérieures aux neurotypiques. Et là, c'est pas une notion d'hyper-réactivité, c'est vraiment une capacité amplifiée de perception. C'est le spectre perceptif qui est plus grand chez les personnes autistes. Et même dans les personnes autistes, il y a une variation entre ceux qui ont un retard dans l'utilisation de la communication verbale et ceux qui en ont pas. Bon, ceux qui en ont pas ont vraiment une très légère différence avec les neurotypiques et c'est ceux qui ont un retard dans la communication verbale qui, eux, ont vraiment le plus grand spectre perceptif qui est démontré là. Et ça, on l'a démontré pour le son par plusieurs études, mais ça a été aussi démontré au niveau de la luminosité, par exemple. Je trouve que ça serait bien de mettre l'accent là-dessus plutôt que de parler que de déficience, déficience, déficience. Parce que là, Ben, oui. là, c'est toujours une question de perspective et d'outils. Mhm. Dans le fond, et là, on en revient un peu à notre discussion qu'on avait eue avant qu'on parle du camouflage social. C'est quoi le rôle d'un diagnostic et c'est quoi sa fonction? Un diagnostic est là pour décrire d'une façon relativement objective les difficultés, les enjeux de quelqu'un, Mhm. sa souffrance. C'est difficile de dire que tu souffres et que tu as des difficultés si on décrit que tu es meilleur que tout le monde. Oui. On, euh, alors, c'est plus une question de c'est quoi l'objectif
Et qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas parce qu'on décrit quelqu'un sur certains éléments comme déficitaire ou avec des troubles que nécessairement il est moins bon dans cet élément-là pour tout. Par exemple, on peut prendre l'empathie, où c'est vrai que les personnes autistes sont moins empathiques que les neurotypiques. Par contre, c'est seulement vrai sur l'empathie cognitive. C'est notre réaction qui est inadéquate ou moins adéquate et qui pose des enjeux. Mais si on parle de l'interprétation du sentiment émotionnel de la personne, les personnes autistes sont souvent meilleures pour Mm. percevoir le bon sentiment, percevoir l'état sentimental de la personne. Et c'est pour ça qu'on entend souvent que les personnes autistes sont hypersensibles au sens de émotionnel. Elle, c'est en lien avec cette empathie-là affective qui serait supérieure. Mais c'est la réponse par rapport à cette situation-là qui devient adéquate et c'est là qu'on dit que les personnes autistes n'ont pas d'empathie ou moins d'empathie. Mhm. Donc, c'est une question aussi d'évaluation, et c'est quoi ça sert et pourquoi on le fait. Et là, c'est toute une mise en contexte à comprendre. Fait que c'est pas juste une question de dire ça serait-tu bien, ça serait-tu pas bien, ça dépend c'est quoi les objectifs et à quoi ça sert. Oui. Et dans toutes ces différences que tu as nommées, il pourrait y avoir un lien avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport au Ouais, c'est camouflage. ça. Et comme l'interprétation des situations sociales est différente, c'est sûr que l'évaluation qu'on en fait va être différente Mhm. des autres groupes minoritaires ou des personnes neurotypiques. Mhm. Dans le même ordre d'idée, quand on va faire l'analyse, comme cette analyse-là se base sur les réactions sociales, relationnelles, communicationnelles qu'on a vécues et qu'on fait une analyse différente, les conclusions qu'on va tirer de cette situation-là vont aussi être différentes d'un autre groupe. Et c'est là qu'on retrouve ce qui est unique en autisme. Ce n'est pas dans les impacts en soi, mais dans comment on fait l'analyse de décider ou pas et comment qu'on crée notre banque d'informations par rapport aux futures situations qu'on va vivre. En plus, une des choses qui est unique en autisme, c'est par rapport à l'étape 2, quand on vit la situation. Pour les personnes autistes, c'est prouvé que c'est plus exigeant à faire. On en a parlé un peu, c'est logique. Si tu le fais plus souvent, tu en fais plus, ça va être plus exigeant, mais c'est aussi plus exigeant pour chaque technique. Et là, ça revient un peu à ce que tu évoquais dans le sens que les personnes neurotypiques le font facilement au sens exigeant. C'est vrai que quand tu as à être un acteur parfait, créer l'acting demande beaucoup plus que quand tu te modèles ou plutôt quand tu fais juste changer de masque, mais tu l'as déjà. Utiliser un masque qu'on doit créer est beaucoup plus difficile qu'utiliser un des nombreux masques que l'on a. Et ça explique pourquoi le fait de faire du camouflage social est plus exigeant pour les personnes autistes. Fait que c'est les deux éléments, si on veut, principaux qui différencient l'autisme des autres situations dans lesquelles on retrouve quand même le camouflage social pour les groupes minoritaires et pour les neurotypiques. J'ai compris le deuxième élément, j'ai pas compris le premier, je crois. Ben, Concrètement. le premier élément, c'est toute la question de l'analyse des interactions, que ce soit dans l'étape 1, lorsqu'on évalue le gain potentiel et le coût personnel, En ou quoi dans c'est l'étape, différent chez la personne autiste, concrètement? ben, concrètement, c'est étant donné que l'analyse de l'interaction sociale, de la communication et des enjeux relationnels est différent, on va avoir des conclusions différentes par rapport au neurotypique. Tu peux Et me on va donner un faire exemple concret? ben, un exemple concret, je ne sais pas, on pourrait penser par exemple à un party de Noël avec nos collègues de bureau. Comme c'est nos collègues de bureau, que c'est Noël, que c'est la fête, on pourrait penser qu'ils vont être dans un état d'acceptation plus important honte et que là, on n'est pas obligé de faire nécessairement du camouflage social et qu'on peut être nous autres mêmes parce qu'on est dans un party festif qui nous connaît, que la situation va être plus stigmatisante et qui vont être dans l'acceptation. Bon, par rapport à ça, vu que c'est nos collègues avec lesquels on travaille et que c'est le party de Noël.
Par contre, si on demandait la réflexion à une personne neurotypique, elle nous dirait, ben non, au contraire, parce que c'est tes collègues, c'est pas tes amis, donc tu dois maintenir ton cadre. Et le prétexte de party de Noël, ça te permet pas d'être plus toi-même. Ça reste tes collègues, tu as un standard à maintenir, même si c'est la fin. Ok. Alors, c'est la même situation qui est analysée selon des critères différents et qui va D'accord. amener à dire on en fait ou on n'en fait pas. Et est-ce que On les met autistes, entre eux, en général, ont la même analyse et du coup, Non, ils peuvent pas avoir la même analyse parce que chaque personne va interpréter différemment l'enjeu de stigmatisation. ils se trompent pas sur les mêmes genres de choses? Ben, ils peuvent se tromper sur les mêmes genres de choses, mais c'est que l'analyse se base sur, à savoir le gain potentiel, soit le niveau d'acceptation et de stigmatisation. Ok. Or, le niveau de stigmatisation est relié à comment tu es euh, un autisme visible, entre guillemets. Comment naturellement, tu as des comportements qui te différencient de la masse. Et là, ces comportements-là sont propres à chacun. Par exemple, l'écholalie en autisme, chez les adultes, soit t'en fais, soit t'en fais pas. Il n'y a Ouais. pas un gradient. Donc, un autiste qui fait de l'écholalie n'a pas les mêmes enjeux d'acceptation et de stigmatisation qu'un autiste qui en fait pas. Ouais. Et puis, il y a des choses plus ou moins Oui, c'est camouflables. ça. Il y a des choses qu'on... Non, après ça, il y a toutes les capacités de la personne dont on a parlé. Est-ce qu'elle peut faire du camouflage? Est-ce qu'elle a les capacités? Est-ce qu'elle a les techniques? Est-ce qu'elle a l'énergie parce qu'elle doit le faire plusieurs fois pendant une certaine période, qu'elle doit en utiliser plusieurs? Tout ça va influencer la réflexion par rapport au coût personnel. Et ce coût-là est propre à chacun aussi. Et c'est pour ça qu'on peut avoir deux autistes exactement dans la même situation sociale, qu'un va décider de faire du camouflage et l'autre n'en fera pas. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas la même analyse. Et après ça, sur les éléments, par contre, globaux, ça, il y a des facteurs qui vont être communs aux personnes autistes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enjeux sociétaux, relationnels, communicationnels qui existent plus quand on met des personnes autistes entre eux et que ça existe seulement quand on mixe les neurologies, mais ça reste qu'après ça, l'analyse est aussi une partie individuelle, selon son vécu, selon son histoire, selon ses expériences passées. Et donc, toute l'étape 3 qui a été faite préalablement à la situation qu'on va vivre. Ouais. Ok. Et l'analyse que l'on fait aussi de la situation vécue dépend de nos capacités personnelles, de la réaction d'autrui, des éléments qui nous semblent importants, de la qualité de l'analyse préalable qu'on a faite. Donc, cette analyse-là va être aussi individuelle selon ce qui est vécu, retenu, mais les critères utilisés dans cette analyse-là vont être différents entre les personnes autistes et les personnes neurotypiques. Et c'est ainsi, dans le fond, qu'on peut amener à comprendre ce qui fait que les personnes autistes font ou ne font pas du camouflage social. Pourquoi le camouflage social va varier dans le temps, même si on a la même situation qui se répète. Par exemple, aller faire un souper chez sa belle famille. On peut en faire plusieurs pendant plusieurs années et ne pas avoir les mêmes comportements autistiques ou de camouflage. Ça explique aussi pourquoi le camouflage social est un élément qu'on retrouve de façon, je veux dire, unique dans la littérature en autisme, c'est qu'il y a vraiment des éléments qui sont propres à l'autisme, mais que ça n'empêche pas qu'il y a un tronc commun à d'autres groupes minoritaires et même aux personnes neurotypiques. Et ce qui est intéressant de notre modèle, c'est que c'est pas juste un modèle théorique qui réfléchit à ça et qui fait de la belle pensée et qui fait comme ah wow, c'est intéressant maintenant qu'on connaît ça. C'est que ça a aussi une implication pratique. On a voulu faire un modèle qui aurait des impacts pratiques. Et là, on sait que le niveau de camouflage social perçu par la personne autiste
est directement corrélé, est directement en lien avec le niveau de stigmatisation. Et là, en utilisant notre modèle, si on comprend pourquoi elle fait du camouflage social, on va comprendre quels sont les éléments stigmatisants ou à l'inverse, quels sont les éléments nuisants à l'acceptation et à l'inclusion. Et on peut donc utiliser notre modèle pour créer des outils ou pour évaluer des outils qui vont favoriser l'inclusion et diminuer la stigmatisation, ce qui n'existe à peu près pas, parce qu'on n'a pas un élément objectif pour dire une personne est moins stigmatisante ou est plus inclusive. On en a pour évaluer les biais cognitifs, mais ces biais-là, on ne sait pas s'ils perdurent ou s'ils reviennent dans le temps. On sait qu'immédiatement après une formation sur l'autisme, les personnes ont moins de préjugés et ont moins de biais. On ne sait pas, par exemple, si ça signifie qu'ils sont plus inclusives et moins stigmatisantes. Notre modèle permet de réfléchir à ça et d'évaluer ça, vu que le camouflage perçu par ma personne autiste est directement relié au niveau de stigmatisation qu'elle subit. Et ça, on l'a prouvé dans la littératie. Fait que c'est pas juste un modèle, je disais, théorique. C'est là aussi des avenues un peu plus pratiques, dans le sens qu'on en a, mais un peu plus pratique au sens individuel. C'est pas juste sociétal ou de santé publique. On en a parlé, par exemple, le suicide est corrélé avec le niveau de camouflage social qu'une personne autiste fait. On peut donc, en faisant un accompagnement très euh, adéquat et en support à la personne autiste, analyser les situations dans lesquelles elle fait du camouflage social et l'amener à elle-même s'interroger si oui ou non elle a besoin de le faire et pourquoi elle le fait, et peut-être se rendre compte qu'il y a plusieurs situations qu'elle fait du camouflage social et que ce n'est pas utile, puisque le gain potentiel est mal évalué. Et dans ces cas-là, elle ferait moins de camouflage social et on diminuerait indirectement son risque de suicide. Oui. Et donc, Donc, il y puisqu'on aurait, met l'accent surtout sur la personne autiste, d'abord, enfin, ce qu'on faisait, c'était l'inverse, c'est-à-dire on essayait de faire en sorte que les personnes autistes deviennent neurotypiques. On a compris que ça, il fallait surtout pas le faire. Et maintenant, tu es en train de voir plutôt comment une personne autiste peut apprendre à moins devoir camoufler si c'est pas nécessaire, s'il y a plus de pertes que de gains ou pour elle, etc. Et il faudrait aussi apprendre aux personnes neurotypiques de moins stigmatiser, évidemment. Et on commence toujours par la victime en lui disant, tu devrais, par exemple, une femme, on lui dit, tu devrais t'habiller moins sexy si tu veux pas prendre de risques. Et on devrait aussi éduquer les hommes. Donc, on est un peu dans le même genre de réflexion là, non? ben là, tu fais du divulgachage sur mon troisième élément pratique. Tu voles mon scoop. Le troisième élément, c'est justement ça. C'est-à-dire que le camouflage social a été pensé et réfléchi en rendant la personne autiste responsable de ce qu'elle vivait, alors que notre modèle l'amène dans une perspective beaucoup plus sociétale. Les autres ont aussi un impact et une influence dans cette situation-là, dans les impacts que vivent les personnes autistes par rapport à leur acceptation et leur stigmatisation, et en comprenant comment qu'on est un acteur qui favorise ou pas l'utilisation du camouflage social, on peut être conscient de comment on nuit à la santé d'une personne autiste. C'était bien beau de dire avant, ben, il y a des impacts au camouflage social et on ne devrait pas l'imposer, mais on n'avait aucune idée comment cette imposition-là se faisait. On n'avait aucune idée comment qu'on pouvait dire aux personnes non autistes de voilà comment vous influencez mon camouflage social. Maintenant, avec notre modèle, on peut travailler ça et on peut développer des stratégies dans cette optique-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le modèle permet de réfléchir à d'autres enjeux. Par exemple, euh, toute la notion de l'errance diagnostique en lien avec le camouflage social. Est-ce que c'est vrai que le camouflage social est un argument valable, notamment dans l'autisme au féminin, pour prétendre qu'un professionnel
ne détecte pas le diagnostic d'une personne et que l'auto-évaluation devient un critère qu'on doit accepter ou pas par rapport à ça. Et Tu là, veux ma réponse? et là, ben là, tu peux bien donner ma réponse et on va voir avec notre modèle si la réponse a du sens ou pas. Écoute, moi je dirais, il faut être un mauvais professionnel pour que le camouflage empêche un diagnostic, parce que le diagnostic, j'espère, va au-delà du camouflage et regarde quelle est la stratégie cognitive pour percevoir le réel, l'intégrer, le restituer, etc. Oui, et je suis tout à fait d'accord sur ça. Et là, étrangement, c'est que dans ces propos-là, c'est le professionnel qui est accusé d'être incompétent ou compétent. Alors qu'avec notre modèle, on implique aussi la personne autiste dans cette perspective-là. Mhm. C'est-à-dire que lorsque tu fais du camouflage social, tu vas le faire parce que tu as un gain potentiel versus un coût personnel. Or, quand tu te fais évaluer, ton objectif en théorie, c'est d'avoir un diagnostic. Pas Quel est le toujours, mais la gain? majorité des cas, oui. Oui. Oui, Je veux dire, quand tu fais une démarche parce que tu te penses autiste, ton objectif, c'est de oui, finir avec un diagnostic ou du moins avec une évaluation. Oh, mais peu importe que l'objectif soit d'avoir un non diagnostic, l'objectif global est d'avoir une évaluation de qualité. Alors, quel est le gain potentiel social, selon notre modèle, de camoufler lors d'une évaluation? Il n'y en a effectivement. aucun. Il n'y en a aucun. Maintenant, on peut tenir compte aussi du fait qu'on a automatisé certaines choses et que donc on va entrer en disant bonjour au médecin, en le regardant dans les yeux, en disant merci, en ayant acquis tous ces codes sociaux. Euh, mais ça n'influence pas normalement le diagnostic en tant que tel. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais. C'est là on va parler de la compétence du professionnel. Un professionnel qui dit parce que j'ai eu un contact visuel, t'es pas autiste, c'est un Voilà, peu une évaluation de mauvaise qualité. voilà. Ok. Mais les automatismes du camouflage social n'empêchent pas une évaluation et c'est un faux prétexte ou un faux argument de dire que le camouflage social justifie l'absence de diagnostic puisqu'on n'a aucun gain à camoufler Oui. consciemment et à prendre des décisions de camoufler ça lors d'une évaluation. Au contraire, on veut une évaluation la plus objective possible et donc on n'a aucune valeur à le faire, Ouais. d'autant plus que ça a des impacts sur nous. Fait que pourquoi on ferait quelque chose qui nous nuit, puis en plus ça a des impacts négatifs, c'est un Ouais. non-sens. Alors pour ça, on est totalement d'accord. En revanche, quand il est question de dire que les femmes sont moins détectées, je pense que c'est pas au moment de l'évaluation, mais c'est dans la population générale. euh, elles ont tendance à plus invisibiliser leur autisme que les hommes. Ben, c'est une hypothèse qui court, indépendamment du diagnostic, parce qu'elles se conforment davantage aux attentes sociales. Euh, à vrai dire, ça serait plus l'interprétation des critères qui est, je veux dire, défavorable pour certains groupes minoritaires ou minorisés comme la femme. Parce que cette invisibilité-là, on la retrouve aussi dans les populations noires, dans la communauté LGBTQ+, notamment les personnes trans, chez les personnes asiatiques. Et c'est pas tous des phénotypes d'autisme. À la limite, on pourrait même se dire, euh, on la retrouve aussi culturellement. La Belgique par rapport à la France par rapport Ouais. au Québec. Et là, est-ce qu'on a un notice belge, un notice au français et un notice au québécois? Ça devient complètement absurde. Mais c'est vrai que comment qu'on interprète les critères et comment ils ont été compris par la majorité des professionnels, ça donne le profil qu'on va dire un peu plus masculin, dans le sens que plusieurs comprennent que l'intérêt, par exemple, autistique est quelque chose qui est un intérêt bizarre ou anormal, alors que ce n'est pas la notion de l'intérêt en autisme, mais c'est beaucoup plus en lien avec une intensité. Et donc, une fille qui joue au pouliche pendant 10 heures par jour, on peut dire que c'est normal, c'est une fille, elle joue au pouliche au niveau sociétal. Ça correspond aux attentes du genre et du sexe.
Par contre, 10 heures par jour, fille ou pas, ça, c'est comme trop intense. C'est comme too much. Donc, l'intérêt pouliche existe chez la fille. C'est quoi, Mais le fait pouliche, en français? euh, ben, une pouliche, c'est les chevals, un Ah, les petit chevaux. cheval. Oui. Les Oui. poulains, les poneys, oui. Oui. Non, ben ouais, mais la pouliche, c'est un petit cheval magique, là. Ah oui, je vois, Ah, oui, avec des petites ah. paillettes et des Ouais, cheveux c'est de ça. couleur. Oui, c'est ça. Oui. Ah, c'est pas juste le poney ou le bébé cheval, là. C'est vraiment la créature plus magique, là. Fait que, qu'une, fait que c'est ça. Qu'une fille joue comme ça avec des pouliches, ben, ça correspond aux attentes, je veux dire, du genre. Mais 10 heures par jour, ça reste que c'est un intérêt autistique et c'est l'intensité. Et là, c'est vrai qu'il y a des professionnels qui ont une méconnaissance, je vais dire, des critères ou une moins bonne analyse des différents critères, et ce qui fait qu'il est autiste ou pas, ou la particularité du critère par rapport à l'autisme. Est-ce Mais qu'on... ça, c'est pas différent de l'autisme de plusieurs autres diagnostics, dans le sens que en autisme, on a des distinctions hommes-femmes sur les critères qui sont bien reconnus par les professionnels qui sont spécialisés dans l'évaluation de la femme, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un phénotype au même titre que les troubles alimentaires sont différents entre l'homme et la femme, la dépression, le TDAH, et on n'a pas un phénotype homme-femme pour chacun parce qu'il y a des distinctions là. Mhm. Est-ce que c'est juste de dire qu'il y a une prévalence plus grande d'alexithymie, donc pour les auditeurs, difficulté de pouvoir comprendre ses émotions et les exprimer chez les hommes que chez les femmes, comme dans la population générale, du coup? Où il y a plus Euh, d'alexithymie chez les hommes, même autistes ou pas, je dirais. Je suis pas un spécialiste de la Ok, lexithymie. Par contre, c'est vrai que la lexithymie est très fréquente chez les personnes autistes. Environ 50% des personnes autistes seraient aussi alexithymiques. ok, Mais là, j'ai pas de chiffres par rapport à des sous-groupes hommes ou femmes. d'accord. Euh, C'est à voir. j'ai pas cette réponse-là et j'ai pas cette réponse-là dans le sens, dans la population générale, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont alexithymiques? Ce qui est clair, c'est qu'il y a le facteur de protection qu'on appelle féminin, ce qui fait que la femme a un taux de prévalence beaucoup moins élevé pour certains diagnostics. Et à l'inverse, on pourrait parler du facteur de protection de l'homme, puisque Quand lui aussi même. a un facteur de risque beaucoup moins élevé pour certains diagnostics en santé mentale. Ouais. Et là, ça, c'est vraiment relié à une question de génétique. Et en autisme, plus précisément, selon les modèles théoriques, c'est la question de plasticité intermodale, qui est dans le fond la distinction neurologique chez l'autisme, euh, et plus présente chez l'homme que chez la femme. C'est-à-dire que pour que ça se déclenche, les hommes ont besoin d'un niveau inférieur d'exposition que la femme. Fait que le fait d'exposer des hommes, puisque l'autisme, c'est pas juste une question génétique, mais aussi épigénétique et avec des causes environnementales, au sens d'externe à la personne, fait que ce processus-là va s'enclencher plus souvent chez les hommes que chez les femmes. Et c'est pas parce que on est moins bien ou pas, c'est que la femme a une protection par rapport à ça. Ou plutôt l'homme est faible par rapport à ça, si on veut le dire d'une autre façon. Mais c'est vrai aussi pour plein d'autres diagnostics. C'est pour ça que la prévalence homme-femme est jamais 50-50 dans les diagnostics de santé mentale, là. Peu importe le diagnostic. Mais il faut aussi être conscient que certains diagnostics ont un biais genré important, voire très important. Les troubles alimentaires, c'en est un exemple, mais les troubles de personnalité limite aussi. C'est un diagnostic qui est exclusivement donné aux femmes, presque exclusivement donné aux femmes, alors que
l'incapacité de gestion émotionnelle existerait aussi chez les hommes. Peut-être pas, je veux dire, dans le même taux de prévalence, mais c'est pas vrai que ça serait un diagnostic presque exclusivement féminin, là. Ah, Mais ou c'est peut-être même plus accepté chez les hommes, les émotions fortes comme la colère, tout ce qui est ouais, plus mais facilement. il y a aussi plein d'autres biais. Par exemple, l'automutilation est quelque chose qu'on retrouve très peu chez la femme, alors que chez l'homme, c'est reconnu. Mm. Et quand on parle d'automutilation chez la femme, on fait référence à l'élément de critère diagnostique du TPL, plutôt que de le voir comme un élément indépendant. Fait qu'il y a d'autres facteurs que juste dire euh, je veux dire, l'impulsivité émotionnelle chez l'homme est acceptée dans la société, mais c'est vrai que ça peut être un élément qui biaise le Ouais. diagnostic. C'est très intéressant tout ça. Oui. Tu as encore des choses à dire sur le modèle? Non, on est allé très largement dans les différents éléments. Hein, fait que, mais pour le modèle en tant que tel, j'ai fait le tour de ça avec son application pratique. Et là, il reste vraiment à définir chaque élément, chaque composante du modèle, quel est son rôle, je vais dire, dans la pratique dans la réalité, Oui, ça a quel poids, quel impact, ça a quelle influence. Et ça, on espère que des chercheurs en neurologie, cognitivité ou je ne sais pas trop quoi vont s'intéresser au modèle pour peaufiner oui, les éléments, que ça serait juste pour démontrer à la limite c'est quoi les différents facteurs qui permettent ou pas de faire du camouflage social. Nous, on en émet plusieurs qu'on pense réalistes, mais à quel point ils sont réellement existants ou voire ils existent, mais ils ont tellement peu d'impact qu'on ne doit pas le considérer. Fait oui, que ne serait-ce que ça serait déjà une avancée un peu plus importante et que ça permettrait aussi d'avoir une peaufinité et un perfectionnement dans les applications pratiques. Mais ça, le futur nous dira si notre modèle suscite un intérêt en ce sens-là. En attendant, on pense réellement avoir répondu aux enjeux, je veux dire, de la littérature par rapport à nos questions de départ, soit la distinction avec les personnes autistes versus les autres groupes minoritaires et les personnes neurotypiques, mais aussi expliquer pourquoi ça varie dans le temps et pourquoi c'est différent d'une personne à l'autre, qui étaient des constats qui existaient, mais dans la littérature qu'on connaissait, qui ont été démontrés, mais qu'on n'avait pas d'explication. c'est ça. OK. Et moi, ma conclusion, si je peux me permettre, enfin, après avoir écouté tout ça, au niveau plus éthique, moral ou psychologique, ça dépend, ou social, ce serait de dire que pour moi, la priorisation à faire, c'est apprendre à dépasser la stigmatisation. Oui, mais là, c'est tout un enjeu qui est différent du camouflage social. Le camouflage social est plutôt la représentation ou l'élément concret, objectif qu'on peut mesurer et analyser du principe de la stigmatisation. Ouais. Mais le processus de stigmatisation en soi est quelque chose de différent. Ouais. Hein, et Tu vas faire un là, modèle là-dessus? hein? Tu vas faire un Ah ben modèle là-dessus? ça, il y en existe déjà un très beau modèle et je suis déjà le co-auteur du portrait de la stigmatisation des personnes autistes et proches aidants du Québec. Donc, on pourra faire une vidéo 4 sur le sujet. Super, ouais, génial. Et donc, pour ton modèle à toi, on peut le retrouver sur ton blog et je mettrai le lien en description. Ouais. Et pour ceux que ça intéresse, sur mon blog, il y a le lien vers l'article scientifique en soi et la revue dans laquelle c'est publié. Si ça voudrait être utilisé dans des cours des universités ou des choses comme ça pour avoir une référence un peu plus de qualité qu'un blog Oui, fait par une personne XYZ. c'est vrai. OK. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. C'était riche et passionnant. Merci à toi. Au revoir.